Nous leur consacrons un tiers de notre temps et même parfois davantage pendant le confinement. Entre le télétravail, les cours à distance, les réseaux sociaux et les jeux vidéo, le temps passé devant les écrans a explosé ces dernières semaines. Selon une étude de Santé publique France, 6 personnes sur 10 ont augmenté leur temps d'écran pendant le confinement. Près d'un quart des personnes interrogées a même déclaré y consacrer 7 heures ou plus par jour. C'est un phénomène au cœur de l'émission Enquête de santé, ce soir sur France 5, avec notamment le documentaire intitulé Écran total, le cerveau hyper connecté. Pour en parler, nous sommes avec le réalisateur de ce documentaire, Yann Di Meglio. Bonjour. Bonjour. Nous recevrons tout à l'heure avec nous, mais elle est un petit peu coincée dans les embouteillages, Vanessa Lalo. C'est ça la vie parisienne après le déconfinement. Tout d'abord, c'était quoi le point de vue, le point de départ de votre documentaire, Yann Di Meglio? Sur quoi êtes-vous parti? Tout simplement essayer de comprendre pourquoi moi, comme beaucoup d'autres, comme vous peut-être, je passais énormément de temps devant les écrans et parfois sans raison en fait. Et de ressentir une sorte de fatigue, une sorte de saturation. Mmh. Et pourtant, j'y vais. Quand je me réveille à 3h du matin, j'allume mon téléphone. Quand je me réveille le matin, je vais aux toilettes, même j'y vais parfois avec le téléphone. Et je me suis juste dit, mais c'est pas normal. Vous y allez en quête de quoi? Des messages ou même pas? Vous allez picorer ou vous allez perdre du temps? C'est ça, vous regardez des chats qui font du skateboard? Ça peut être ça, on papillonne en fait. On y va, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, dans ce doc, on a voulu comprendre ce qui se passait dans notre cerveau pour expliquer cette attirance. Et on a compris qu'en fait, il y avait toute une économie derrière. Vanessa Lalo, bonjour. Bonjour. Vous venez de vous installer dans ce studio, vous êtes psychologue, clinicienne, spécialisée dans les pratiques numériques et les jeux vidéo, et vous allez participer au débat qui va suivre la diffusion de ce documentaire. Selon vos études et ce que vous avez constaté, est-ce que le confinement était synonyme de laisser-aller au niveau des écrans? Oui, bien sûr, on a vu une nette augmentation du temps d'écran pendant ce confinement. Après, la question, c'est qu'est-ce qui va en rester? Ouais, c'est-à-dire? Est-ce que les gens vont continuer à s'être approprié le numérique peut-être de manière un peu outrancière? Est-ce qu'on va continuer à avoir des pratiques excessives ou est-ce qu'on va juste en avoir ras-le-bol des écrans parce qu'on a passé un peu trop de temps dessus et qu'on va retrouver des règles normales? Yann Di Meglio, vous êtes allé voir une famille qui a des règles très très strictes concernant le temps passé devant les écrans. Pas des bonnes notes, non plutôt pas de bonnes notes, pas de Wi-Fi. J'ai eu 12,5, un 20. T'as eu ton résultat de maths? Oui. Tu le sais que t'as eu 9? Oui. T'as vu les erreurs ou pas? Oui. C'est que t'avais pas appris. Donc là, pour le moment, on va peut-être un peu calmer le Wi-Fi. Donc je vais pas te mettre de partage. Tu vas attendre un peu et on verra plus tard, ok? On se lave les mains et à table? Pas de tablette non plus pendant les repas. Dans cette famille, on limite l'exposition aux écrans. Apolline, elle a énormément de mal à se détacher de la télé. Il faut vraiment qu'on répète à plusieurs reprises, qu'on l'appelle à plusieurs reprises pour qu'elle se détache. Vanessa Lalo, est-ce que c'est un bon système, ça, le chantage aux bonnes notes? Le chantage, non. Je crois que ce qui est important, c'est d'impliquer toute la famille avec les écrans, qu'on pose des règles tous ensemble, des pactes de confiance, c'est ce qui marche le mieux. D'accord, ça revient même. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, le pacte de confiance aux bonnes notes? Oublions le mot chantage, qui est négatif, vous avez raison. Le mot bonne note, pas forcément, parce que certains gamins surinvestissent les écrans, justement, parce qu'ils sont en décrochage scolaire. Beaucoup d'enfants au potentiel, surdoués, zèbres, peu importe comment on les appelle, sont très en difficulté, ils vont trouver un refuge dans l'écran. Donc la question en général, c'est pourquoi on cherche à surconsommer, entre guillemets, des écrans, même si j'aime pas le mot consommer ni écran, et comment on va pouvoir fixer des règles qui sont pertinentes pour tous, et qu'est-ce que ça veut dire surtout, et comment on va placer le curseur de manière pertinente. Yann Di Meglio nous disait à quel point il était, parfois vous vous sentiez accro à votre smartphone, quand même à 3h du matin pour regarder tout ou rien. On a vu qu'avec les écrans, les parents obtiennent aussi parfois de la tranquillité. Alors, notre but, c'est pas de dire ici c'est bien ou si c'est mal de passer du temps devant l'écran, mais d'analyser, c'est ça qui est très intéressant dans ce doc, les mécanismes qui font que notre cerveau raffole des écrans. Pourquoi est-ce que cela fonctionne aussi bien sur nous et sur nos enfants? Alors, il y a une grande attractivité, c'est sûr, les écrans, ils nous stimulent sensoriellement. On a le corps qui est présent aussi avec l'écran qu'on touche. Je ne parle pas de l'écran de la télé. Ça va nous impliquer dans notre corps, ça laisse une expérience mémorielle. J'ai pas pensé à ça. Le toucher est important dans l'expérience utilisateur, comme on dit. Ce qui est tactile va renforcer l'expérience utilisateur et va faire qu'on va continuer à toucher. L'écran va continuer à nous répondre, donc on va continuer à le toucher et ainsi de suite. Donc c'est sûr que ça crée une grande attractivité, ces différents écrans tactiles, le fait d'avoir une
notre corps qui est impliqué dedans, c'est compliqué. D'où le fait effectivement d'essayer de réfléchir à comment être consomme-acteur, peut-être éteindre nos notifications, mettre le portable en ne pas déranger. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dès qu'une notification arrive, notre cerveau va avoir du mal à la discriminer, alors que si on n'entend pas la notification arriver, on aura plus de mal à ne pas avoir envie de toucher notre écran. Donc ça peut déjà être un petit conseil simple en fait. Vous avez mis votre portable sur silencieux ? Bien sûr. Vous aussi, Yann ? Oui. Moi aussi, évidemment. Alors, on est accro au like, comme on pourrait être accro à la drogue ou à l'alcool, c'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'explique Jean-Philippe Lachaud, il est chercheur en neurosciences. Chaque fois que nous recevons une notification, notre cerveau libère une dose de dopamine. C'est l'hormone du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La satisfaction est fugace, mais les neurones en gardent le souvenir. Nos écrans sont alors assimilés à ces shoots de petits plaisirs. On a enfoui dans nos cerveaux un système qui est là pour déclencher ce qu'on appelle des comportements d'approche vers ce qui est immédiatement gratifiant, stimulant, nouveau, amusant, etc. Et on le voit bien à l'œuvre, hein, je veux dire, on a un petit moment de vide et tout d'un coup on va aller regarder si on n'a pas un petit like ou un petit truc nouveau, rigolo qui se soit passé dans les nouvelles. C'est cette petite sensation-là qu'on peut tous ressentir, de petite excitation, ça c'est l'action du circuit de la récompense. Vanessa Lalo, j'ai vu à votre MOOC, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jean-Philippe Lachaud. Oui, alors c'est vrai que c'est assez compliqué de généraliser. On a beaucoup d'études en neuromarketing, en marketing, en communication, qui vont, ou en expérience utilisateur, qui vont prouver, entre guillemets, effectivement qu'on va être accro au like. Sauf que finalement, ce n'est pas prouvé par la science à proprement parler, qu'on ait des décharges de dopamine. On n'a pas pris plein de cerveaux pour les décortiquer, vérifier avec des IRM exactement comment on fonctionnait. Donc pour l'instant, ce circuit de la récompense, on présume, effectivement que ça pourrait fonctionner comme ça. On présume qu'il pourrait y avoir de la dopamine, mais finalement c'est pas une réalité pour tous. Et on voit bien qu'il y a plein de gens qui n'ont pas besoin d'être likés ou d'avoir de la reconnaissance. Et du coup, on est un peu comme ça en train d'extrapoler sur des généralités qui seraient valables pour tout le monde et tous les cerveaux. Or, c'est faux et c'est pas prouvé par la science. Vous parlez d'une étude qui a été menée en 54 sur des pigeons. En quoi ça consistait? Qui veut en parler? Vous l'avez en tête, Yann Di Meglio? Oui, c'était un psychologue américain qui, à l'époque, évidemment, les réseaux sociaux n'existaient pas, les écrans non plus, à part les écrans des machines à sous, dans les casinos à Las Vegas ou ailleurs. Les pigeons, il s'agit de vrais pigeons, hein. Ouais, pas d'abonnés. Pas d'abonnés. Oui, parce que le mot a deux sens. Mais oui, mais en fait, c'est comme cobaye. C'est vrai. Et en fait, à l'époque, ce chercheur en fait a rendu fou, on pourrait dire, des pigeons en deux temps. Premier temps, il leur donnait à manger régulièrement. Donc, quand le pigeon tapait avec son bec sur une petite plaque, on lui donnait une graine. Donc, le pigeon mangeait à sa faim. Et ensuite, petit à petit, le chercheur a espacé les moments auxquels il lui donnait à manger. Et parfois, il lui donnait pas à manger quand le pigeon tapait sur la petite plaque. Et en fait, ça dérègle le système de la récompense que vous venez d'évoquer dans le cerveau du pigeon, et il se met à manger sans faim. Et l'analogie avec les écrans aujourd'hui... Ça allait être ma question. Voilà. Et l'analogie avec les écrans aujourd'hui est valable, selon moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas ce qu'on va trouver finalement sur les réseaux sociaux, c'est une gigantesque promesse d'information, mais de tout et de rien aussi. Ben, on y va de façon un petit peu frénétique finalement. Vanessa Lalo, on déverrouille notre téléphone, c'est une moyenne 220 fois par jour, c'est dit dans le documentaire. C'est une habitude ou c'est une addiction ? Une habitude, on va regarder l'heure, on va regarder si on a des notifications. Je vais poser la question pas. différemment. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave. En fait, chacun va y mettre des choses très différentes. La question, c'est, on a tendance à dire les écrans comme s'il y avait un grand Z et comme si tous les écrans se valaient. La question, c'est de différencier déjà les supports et les contenus, puis la qualité et la quantité. La quantité, ces chiffres-là, ils veulent rien dire. Le temps passé dans les écrans, le nombre de fois on déverrouille, n'a strictement aucun sens. La question, c'est est-ce qu'on est dans quelque chose de refuge très compulsif, très répétitif, qui n'a aucun sens et qui comble un vide, comme ça a pu être dit dans le documentaire à un certain moment, ou est-ce que c'est pour vérifier si on a des mails extrêmement urgents qui arrivent, en contact avec sa famille, une personne fragile, isolée dont on doit s'occuper. Ça n'a pas le même sens et le même intérêt, et c'est vrai que comme on met tout derrière un même contenu et contenant, on a du mal à différencier. En même temps, pour reprendre ce que disait Yann Di Meglio au début de l'émission, c'est très rare d'avoir des mails urgents quand on va aux toilettes à 3h du matin. Oui, en fait, le problème pour nous, c'est qu'on y va sans raison, mais à la limite, on est adulte, voilà, on a sa vie, on peut dire qu'on fait ce qu'on veut, mais c'est un problème pour les enfants, en fait.
Et les enfants et même les ados, parce que leur cerveau est pas complètement développé encore, et ça vole du temps aux apprentissages. C'est une deuxième partie, un deuxième volet de ce passionnant documentaire qui passe ce soir. On continue à en parler avec vous. Après plusieurs semaines de confinement, le temps consacré aux écrans a explosé. Une surexposition inquiétante, notamment chez les jeunes. C'est le thème de l'émission Enquête de santé ce soir sur France 5. Et on continue à en parler avec nos invités dans un instant sur Europe 1. Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez. Dans ce rendez-vous, on va s'intéresser à la santé de vos pieds. Les cabinets des pédicures podologues ont rouvert et vont pouvoir à nouveau nous soigner si nécessaire. Mais comment aussi en prendre soin à la maison de nos petits potons, bien trop souvent négligés. Sans rendez-vous. À tout à l'heure, dès 15h sur Europe 1. Leclerc. Parce que votre budget a toujours besoin d'être renforcé, Leclerc vous propose cette semaine encore des offres sur de nombreux produits. Comme sur les bières Lef, du 23 juin au 4 juillet chez Leclerc. Pour l'achat de 2 packs de 15 bières belges d'abbaye blonde Lef 6,6 degrés de 33 centilitres chacune, le 3e est offert. Leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La loi interdit la vente d'alcool aux mineurs. Des contrôles seront réalisés en caisse. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Ces derniers mois, il a su tout faire. Instituteur, fabricant de cabanes en drap pour sa fille. Lui, c'est Richard Pente, artisan charpentier qui retrouve ses clients au volant de son Citroën Jumpy avec porte latérale coulissante main libre. Citroën Jumpy, le savoir tout faire. En ce moment, à partir de 229 € par mois sans apport, avec 3 premiers loyers à 0 €, maintenance comprise. Citroën. Crédit by 60 mois, 50 000 km, offre réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 juin, sous réserve d'acceptation crédit par, détail sur citroën.fr, équipement selon version. Les podcasts de Libé. Chaque mois, Laurent Geoffrin mène un grand entretien avec une personnalité. Bonjour Rokhaya Diallo. Bonjour. Libé, un son, des voix. Actuellement, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de bon bah c'est bon, ça suffit la diversité, on en a fait trop. 1 heure d'entretien exclusif à retrouver uniquement sur libération.fr. Pour vous, Dacia se mobilise. Si vous voulez entretenir la climatisation de votre Dacia en toute sécurité, on a tout prévu. Nos ateliers ont été entièrement repensés pour respecter les mesures sanitaires à chaque étape de l'entretien. Et en ce moment, la recharge climatisation est à partir de 59 €. N'attendez plus. Prenez rendez-vous en ligne dans l'un de nos 4000 ateliers pour en profiter. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 août 2020. Retrouvez les engagements du réseau Dacia, prise de rendez-vous et conditions sur dacia.fr. Pour sa première affaire, la capitaine Noémie Chastain fait face à l'impossible. Comment enquêter lorsque la scène de crime se trouve sous des millions de litres d'eau et qu'on essaie de vous tuer à chaque chapitre? Prix Maison de la Presse, découvrez Surface, le nouveau polar ultra addictif d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Cet été, pour 2 livres Pocket, achetez un cadeau offert. Voir modalité en magasin. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Enquête de santé, c'est ce soir sur France 5 à 20h55 avec comme thème l'abus d'écran dont la consommation massive alarme le monde de la santé. On en parle ce matin avec nos invités, la psychologue spécialiste des pratiques numériques Vanessa Lalo et le journaliste Yann Dimeglio, Philippe. Et vous qui nous écoutez, vous dites mais pourquoi je regarde toujours autant et aussi souvent mon smartphone? Eh bien, c'est vrai que c'est ce qu'on va entendre. La question, c'est celle-ci. La réponse avec Jean-Philippe Lachaud. Il est chercheur en neurosciences. On voit bien, il suffit de faire l'expérience, essayer de traverser une route en fermant les yeux. On va pas le faire parce qu'on sent qu'on se prive d'informations qui sont essentielles. Et le fait d'éteindre son téléphone, de ne pas l'avoir à proximité, va finalement créer une impression qui est finalement assez analogue, qui est de se priver d'informations qui sont essentielles. Et donc ça peut créer le même type d'angoisse que celle qu'on peut avoir quand effectivement on traverse, qu'on est dans une situation où il faut absolument regarder autour de soi, mais on ferme les yeux. Il va pas un peu fort là? C'est quand même moins vital de voir défiler des likes sur un post Instagram que d'éviter de se faire écraser en traversant la route. Ah, mais il cherche à vulgariser, il est chercheur en neurosciences. Oui. C'est difficile d'expliquer ce principe en 2 phrases. Mais oui, c'est un petit peu ça. C'est que les téléphones, en tout cas le numérique, c'est une gigantesque promesse d'information. Mmh. Et évidemment que c'est tentant. C'est tentant de réagir à une notification parce qu'il y a une info, parce qu'un média nous envoie une info, parce qu'un réseau social nous envoie une info, parce qu'un jeu vidéo nous envoie une info. Mais il y a aussi, peut-être que c'est tentant parce que nous sommes tentés, et justement vous évoquez également l'aspect économique de cette addiction. Certaines sociétés, entreprises ont fondé leur modèle économique là-dessus. Plus on passe du temps sur les écrans, plus ces entreprises font du profit. Ça a même un nom, ça s'appelle l'économie de l'attention. Comment ça fonctionne? Qui veut répondre? L'économie de l'attention, c'est très simple. C'est en fait, on a l'impression que c'est gratuit. On télécharge une application gratuite. Ouais.
Et en fait, le concepteur, le propriétaire de l'application gagne de l'argent avec le temps qu'on y passe en vendant de la publicité. Ouais. Tout simplement. Donc plus on y passe de temps, plus il gagne de l'argent. Donc ça ne veut pas dire que certaines personnes sont plus faibles, c'est que notre cerveau est fait comme ça. Oui, c'est un biais. C'est en fait les concepteurs de ces plateformes utilisent des biais neurologiques et utilisent notre faiblesse finalement pour nous rendre dépendants, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas pour nous persuader d'y passer le plus de temps possible. Ce qu'on apprend dans le documentaire, c'est qu'on regarde d'autant plus les écrans le soir, et pas seulement son portable, mais même une série sur Netflix, on regarde d'autant plus ces écrans qu'on est fatigué. Comment ça se fait ? Il y a une explication à ça ou pas ? Oui, c'est le cortex préfrontal, en fait, c'est une partie du cerveau. Alors là, vous êtes plus qualifié que moi, Vanessa, pour en parler, mais c'est cette partie du cerveau qui devrait nous retenir finalement de regarder. C'est la prise de recul, c'est l'esprit critique. Et le soir, cette partie du cerveau réagit moins bien à cause de la fatigue. D'accord, et donc plus on est fatigué, plus on regarde, plus on est fatigué. Exactement, c'est un cercle vicieux. C'est comme le type qui a bu et qui du coup il se rend plus compte qu'il est... Et on boit d'autant plus qu'on a bu. Il parle très bien les langues étrangères, mais c'est pas vrai en fait. Non. Ouais. Ouais, c'est pas exactement ça, c'est qu'effectivement le cortex préfrontal c'est la prise de décision, plus on est fatigué, plus il va s'amoindrir et plus effectivement le plaisir va prendre le pas sur la décision finale. Après, les biais cognitifs, là où je mettrais un bémol, c'est que certains biais sont extrêmement bien identifiés, mais qu'encore une fois, c'est pas valable sur tous les cerveaux. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Tout le monde n'a pas envie de scroller sans fin ses fils d'actualité. Tout le monde ne veut pas de la reconnaissance. Tout le monde ne poste pas des choses sur les réseaux sociaux non plus. Donc, on voit que ces biais ne sont pas valables pour tout le monde non plus. Donc, je mets ce bémol-là. Attention, ne généralisons pas non plus en entier. Et l'économie de l'attention, c'est pas une dépendance ou une addiction. Voilà, c'est effectivement une manière de rendre attractif une expérience, mais est-ce que l'expérience doit toujours être négative pour finalement qu'on vive quoi, dans le quotidien. On a le droit de vivre des expériences positives et de travailler même dans des espaces positifs. Pourtant, on travaille, on a de la contrainte. Bon, voilà, ne mélangeons peut-être pas tout le temps tous ces termes. Oui, mais en fait, le but du doc, c'est pas qu'on se prive tous de nos écrans et du numérique, c'est vraiment pas ça. Hein. C'est quoi le but du doc ? Non, c'est simplement de nous expliquer que il y a une économie qui cherche à nous persuader de rester le plus longtemps possible devant nos écrans. Ouais. Et effectivement, comme le dit Vanessa Lalo, après on est inégaux face à ça. Justement, vous parlez d'économie, on parlait du cas de Julien. Il est dépendant aux jeux vidéo. Tout d'abord, c'est assez rare pour être signalé. C'est un témoignage anonyme, car sa famille ignore son addiction aux écrans. Comment vous l'avez tourné ? Comment vous l'avez convaincu ? Comment vous avez réussi à trouver ce Julien ? C'est très dur de trouver... je pense qu'il y a beaucoup de gens comme Julien, en fait, beaucoup plus qu'on le croit, mais c'est très compliqué de témoigner, évidemment. Ça a été très long. Il a accepté de témoigner parce qu'il est dans une période où, justement, il a pris conscience de son addiction. Lui, il parle d'addiction au téléphone. Et ça fait 1 an qu'il va mieux, mais il y passe encore 11 heures par jour. Et ça lui coûte combien ? Parce qu'il faut expliquer, c'est des jeux vidéo gratuits, oui, mais faussement gratuits. Oui, bien sûr. En fait, ce sont des jeux téléchargeables qui sont gratuits. On commence à jouer. En général, on est très fort au début, mais ça, c'est l'algorithme en fait du jeu qui nous laisse gagner. Voilà, qui nous laisse gagner. De toute façon, c'est les mêmes techniques que dans les casinos il y a 50, 60 ans. Il nous laisse gagner et petit à petit, il commence à rendre le jeu plus compliqué. Et là, il nous emmène vers le magasin où on peut acheter justement des pouvoirs, des personnages, pour continuer à progresser dans le jeu. Pardon, arrêtez si je me trompe, mais dans les casinos, la roulette, c'est une chance sur 37, qu'on soit débutant ou qu'on soit confirmé. Tandis que là, c'est réellement beaucoup plus facile quand on arrive. Donc oui, on gagne. Oui, c'est plus violent en fait. Ouais. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus violent que dans les casinos. Il a pu dépenser, ce Julien, entre 6 000 et 10 000 euros en jeux vidéo, ce qui est complètement dingue. Il a ouvert un crédit pour ça. Vanessa Lalo, est-ce que vous voyez beaucoup de gens, de patients dans ce cas-là, même s'il ne faut pas tout négativiser? Non, pardon pour le néologisme. Pas du tout. Moi, je ne mettrais pas le mot addiction. Je ne parle pas d'addiction pour les écrans ou les jeux vidéo. Je parle de pratique excessive, ce qui pour moi fait beaucoup plus de sens. Ouais. Cette personne-là n'est pas addict aux jeux vidéo, ni en excès de jeux vidéo à proprement parler. Il est en addiction, pour le coup, du jeu d'argent. Ouais. Et son problème à lui, c'est de dépenser de l'argent compulsivement sans être capable de prendre le contrôle à un seul moment vis-à-vis de ses dépenses d'argent. Donc là, c'est vraiment problématique et on est sur un autre enjeu que simplement passer du temps sur l'écran. On voit bien que chez lui, c'est un refuge et qu'il se passe quelque chose dans son corps et dans sa tête qui fait qu'il n'arrête pas. Le documentaire pose également la question de l'enseignement, question cruciale. Est-ce que c'est aux profs de s'adapter à l'inattention de plus en plus grande de leurs élèves ou est-ce qu'il faut réapprendre aux élèves à être attentifs ? Alors, moi, je ne prendrais pas du tout les choses comme ça non plus.
tout le monde doit faire des efforts. Les enfants doivent peut-être apprendre un petit peu plus à se concentrer, avoir de l'attention, sans avoir toujours des carottes et des gratifications permanentes. Les profs doivent bouger leur ligne aussi. On est au 21e siècle. L'école de Guyot, 1871, telle qu'elle a été conçue à un moment de manière extrêmement verticale. Il faut un moment passer à autre chose aussi. On est dans une société horizontale où tout le monde co-construit Wikipédia. Aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux horizontalisés. Il n'y a pas de raison que l'école n'évolue pas non plus. Donc tout le monde doit peut-être faire un compromis aussi dans les apprentissages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vanessa Lalo. Vous serez dans le débat ce soir qui va suivre le documentaire. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Yann Di Meglio, vous signez ce doc Écran total, le cerveau hyper connecté. C'est ce soir à 20h50 sur France 5. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe. Merci.